Bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Une fois de plus, bonsoir. Sur le plateau avec moi, Élisée Amour Eyenga, qui est le chef de la section administration et finances de la riposte contre le Covid-19. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, merci de m'accueillir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. En face de vous, Gisèle Neminga, le chef de station de CRTV Centre. Bonsoir Gisèle Neminga, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur le plateau de Scène de Presse. Bonsoir Lucrèce et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Je suis heureuse moi aussi de les retrouver ce soir. On l'a dit et redit, la prise en charge du coronavirus est supportée par l'État. Mais combien l'État débourse chaque jour des tests au traitement curatif dans les centres agréés, quand on sait qu'aujourd'hui, on enregistre 88 nouveaux cas, 207 hospitalisations, dont 28 sous oxygène. À combien peut-on chiffrer les investissements de l'État pour renforcer le plateau technique dans le cadre de la lutte contre le Covid-19? Réponse dans un instant. Autre sujet sur la table du débat ce soir, c'est l'évaluation de l'impact du coronavirus sur l'économie camerounaise. Les entreprises sont en difficulté. Quel filon peut-on exploiter pour qu'elles ne sombrent pas? Les opérateurs économiques Jacques Kemle et Eric Elundu seront des nôtres dans la deuxième partie de cette édition de Scène de Presse et ils seront en compagnie de Olivier Kingemoli. Mais avant, parlons de la note que l'État paye tous les jours pour sauver les Camerounais du coronavirus. Et je m'en vais vous poser cette question, Monsieur Eyenga. Combien ça coûte à l'État chaque jour la prise en charge d'un malade atteint de coronavirus? Alors merci pour cette question qui permet de mettre un peu en lumière un ensemble de charges que l'État prend dans le cadre de la gestion du coronavirus, notamment la prise en charge des patients. Alors, il serait un peu aventureux de dire clairement, voici ce que ça nous coûte par jour, déjà parce que ce n'est pas le même nombre de patients par jour, ce n'est pas le même nombre de tests par jour, ce n'est pas le même nombre de charges de manière globale par jour. Mais dites-vous que la prise en charge d'un patient dans une unité de prise en charge intègre des frais directs, notamment les médicaments, pour ceux qui sont sous oxygénothérapie, les frais d'oxygène. Il y a des frais de gestion, notamment les frais des chambres d'hospitalisation, mais aussi les équipements de protection individuelle. Et quand je parle d'équipements de protection individuelle, vous imaginez, pour prendre en charge un seul patient, il faut environ une équipe de 4 médecins. Et là, chaque médecin ou chaque personnel de santé qui va faire 3 rondes, c'est une combinaison par personne, une visière, des gants, des masques de protection. Et vous avez donc en moyenne, pour les équipements de prise en charge, 12 pour la prise en charge de ce nombre de patients. Mais ça va varier quand on sera dans une unité de prise en charge qui a assez de patients, par rapport à une qui a moins de patients. Parce que si vous avez une formation sanitaire qui prend en charge 1 ou 2 patients, vous utiliserez 12 équipements, 12 kits pour juste 2 patients. Maintenant, quand vous en avez peut-être 10, l'équipe peut prendre en charge un certain nombre de personnes de manière continuelle. Mais il faut que ces équipements qui ne sont pas recyclables, une fois qu'on les a utilisés, on les a jetés. Et pour vous donner une idée de ce que ça coûte seulement en termes d'équipements de protection, la combinaison seule vous coûte entre 45 et 90 000 francs. Une combinaison, elle est utilisée, elle est jetée. Donc, vous voyez bien, il y a les masques de protection, les visières, les lunettes de protection. Donc, pour me résumer, vous avez ces équipements de protection individuelle, vous avez la prise en charge médicamenteuse, mais vous avez également la prise en charge globale du patient, les repas. Vous voyez bien que les familles ne viendront pas apporter des draps et autres. Il faut bien que l'unité de prise en charge s'occupe de tout ce qui est buanderie et lingerie, et ça a un coût. Donc, alors, on parle d'à peu près d'une fourchette de 250 à 350 000 francs CFA. Est-ce que cela est vrai? Parce que nous, on aime bien les chiffres.
Oui, je comprends qu'on aime bien les chiffres et c'est aussi le pari, la transparence que nous avons fait. C'est une moyenne globale, mais vous pouvez arriver à des situations où vous avez un patient qui vous prend 3 bouteilles d'oxygène en une journée. Et quand on imagine que la bouteille d'oxygène vous coûtera celle 50 000, il ne pourra plus être ce patient à 300 000 ou à 200 000 comme l'autre. Donc, en fonction du tableau clinique du patient, en fonction de la formation sanitaire en question, vous aurez des coûts qui vont varier. Mais la moyenne est à peu près celle que... Et là, ce sont les malades. Qu'en est-il des personnes décédées? Alors, si vous prenez les personnes décédées, vous devrez, par exemple, intégrer le facteur de la housse mortuaire qui vous coûte un minimum de 70 000 francs. Vous devez intégrer le carburant des ambulances qui doivent aller faire la question de l'enterrement. Et un autre ensemble de petites charges liées au niveau de l'inhumation dans les cimetières communaux, etc. Donc, si vous prenez le patient qui vous coûte déjà ce qui vous coûte, il y a un ensemble de petites charges qui reviennent, notamment, j'ai parlé des équipements spécifiques pour l'inhumation de ce type de patients, mais vous avez également les unités WASH, c'est-à-dire qu'une unité WASH, tout à l'heure, quelqu'un parlait d'hygiéniste. C'est du chlore, c'est des pulvérisateurs, c'est des équipements en plus qu'il faudra mettre à contribution. Gisèle? Ce que je voulais demander à Élisée, c'est juste de savoir de ces équipements-là dont vous parlez, est-ce qu'ils sont applicables à tous les malades que vous prenez en charge dans les centres de prise en charge de Covid-19? Alors, il faut dire qu'une fois qu'on est entré en unité d'isolement ou de prise en charge, les équipements sont standards parce qu'il faut protéger le personnel de santé. On ne peut pas prendre le risque d'envoyer des personnels de santé sans qu'ils soient protégés de manière intégrale. Dans les unités de prise en charge, nous avons vraiment des équipements de protection individuelle intégrale. Par contre, peut-être pour certains services où on n'est pas forcément en contact direct avec les patients, on a des équipements un peu plus légers, notamment des surblouses, des gants. Mais il faut toujours un minimum d'équipements qui protègent résolument le personnel soignant. J'ai parlé par exemple d'unité de prise en charge. Quand vous allez en laboratoire pour faire les analyses, vous devez également avoir ce type d'équipements qui sont des équipements qui assurent, qui permettent de nous assurer que le personnel de santé qui répond à la pandémie ne court aucun risque de contamination. Est-ce que le choix des équipements jetables, c'est un choix voulu ou c'est un choix imposé? Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager d'avoir des équipements recyclables comme beaucoup d'autres équipements en milieu hospitalier? Alors, si vous faites le pari des équipements recyclables, je ne suis pas sûr que ce sera mieux. Si vous prenez une blouse en tissu, une fois que vous avez soigné un patient avec une blouse, avec un ensemble d'équipements, vous avez l'obligation de les passer à la machine, les désinfecter, de les laver. Mais alors, on n'a pas la certitude que ces équipements sont imperméables. Donc, on est vraiment dans une situation où le degré de contamination de ce virus est tellement élevé qu'il faut prendre un certain nombre d'équipements qui correspondent à des normes sanitaires particulières. Et ces équipements jetables permettent vraiment de garantir la sécurité et du personnel et des patients des autres patients des formations sanitaires. Et qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont dans les centres de confinement? Alors, ceux qui sont dans les centres de confinement, si tant il est vrai que ce sont des patients qui sont également porteurs du virus, on utilise les mêmes équipements. On utilise les mêmes équipements parce que ce n'est pas parce qu'on est asymptomatique qu'on n'est pas contagieux. Donc, il faut toujours être sûr que le personnel de santé dispose des équipements réels et normés qui permettent d'assurer la sécurité sanitaire maximale. Alors, est-ce qu'on peut savoir en termes d'investissement ce que l'État a fait dans le cadre de l'acquisition des médicaments nécessaires à la prise en charge du Covid-19? Alors, sur la question de l'acquisition des médicaments, il faut dire ici que le plus gros, en termes de stock de médicaments que nous avons, relève de la solidarité nationale prônée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Actuellement, nous avons un stock assez important de médicaments, des molécules de base pour le protocole de soins. Mais à côté, vous avez par exemple tout ce qui concerne l'oxygénothérapie. C'est des bouteilles d'oxygène à n'en point finir qu'on paye tous les jours. Mais on a quand même jusque-là que l'UCRES a dit 28 personnes en oxygénothérapie. Oui, mais c'est 28 personnes actuellement. Ce n'est pas 28 personnes depuis le début.
Vous voyez un peu. Quand vous comptez, par exemple, les patients décédés, ils sont bien décédés parce qu'ils étaient sous oxygénothérapie. Il ne s'agit pas forcément de dire qu'on a eu 28 personnes sur les 1400 et plus cas confirmés. Mais qu'est-ce que l'État a eu déjà à dépenser dans le cadre de l'achat, de l'acquisition de ces médicaments-là? Vous avez parlé de la solidarité nationale. J'imagine que vous parlez du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19, créé le 31 mars par le chef de l'État. Mais l'État, la question, je vous la repose, qu'est-ce que l'État a déjà dépensé concrètement pour acquérir des médicaments dans le cadre de cette croisade contre le Covid-19? Alors, globalement, sur l'achat des médicaments, l'État se situe aujourd'hui à une moyenne de 300 millions. Tout ce qui concerne vraiment de manière globale les médicaments. Mais maintenant, 300 millions sur les dépenses globales qui ont été faites pour la prise en charge du Covid ou pour la riposte au Covid, 300 millions ne représentent pas grand-chose. Mais il faut dire que nous sommes à 300 millions parce que nous avons bénéficié quand même de cette solidarité. Et si vous faites l'évaluation de ce que ça coûte en termes des dons que nous avons reçus en termes de médicaments, on est à peu près aujourd'hui à 500 millions de médicaments en plus des 300 millions que l'État a dépensé de manière globale en termes d'oxygène, en termes de tout ce qui est soluté. Parce que il faut dire ici qu'il y a eu beaucoup de débats sur quel est le protocole de soins. Il n'y a pas que les molécules qui sont rendues publiques dans l'opinion publique. Mais vous avez plein d'autres choses. Vous avez des solutés, vous avez des antibiotiques qui ne sont pas forcément rendus publics et qui sont toujours à la charge de l'État. Alors, il y a ces médicaments-là, mais il y a également les investissements dans le cadre de l'amélioration du plateau technique. Alors, sur le plateau technique, je vais dire globalement, nous avons d'abord commencé avec les unités d'isolement dans les principales formations sanitaires, les formations sanitaires de première et deuxième catégorie à Yaoundé et Douala, les hôpitaux régionaux dans les 10 chefs-lieux de région, à l'exception de Yaoundé et Douala. Ces unités d'isolement nous ont coûté en moyenne 4,428 milliards en termes de rénovation, en termes d'équipement. Maintenant, si vous prenez le mobilier hospitalier, les lits d'hospitalisation, matelas, draps, ça nous a coûté à peu près 1,182 millions. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, l'État a passé et acquis une commande de 2500 lits pour équiper et les centres classiques, on va le dire, qui sont les formations sanitaires, et les centres spécialisés de prise en charge. Donc, quand vous faites un peu moyen, et je dois dire que ces coûts, c'est d'ailleurs parce qu'on a aussi la bonne compréhension des prestataires de l'État avec qui nous fonctionnons. Je vous prends un cas très simple. Le lit d'hospitalisation, il est homologué par le ministère du Commerce à 380 000. Mais nous avons pu obtenir et négocier auprès des fournisseurs locaux qu'on l'ait à 200 000 francs. Donc si vous faites quand même 2500 lits acquis à 200 000 francs, vous êtes au milliard. Et quand je dis 200 000 francs, c'est parce qu'ils ont intégré là-dedans le coût du matelas et du lit. Donc, voilà autant d'investissements qui ont été faits. Et là, il faut dire qu'il y a d'autres investissements qui arrivent, notamment la mise en œuvre des centres spécialisés de prise en charge dans d'autres régions, à l'exception de ce qu'on connaît déjà. On va y revenir, Gisèle. Vous avez peut-être une question à vous poser. Oui, justement, j'allais aller dans le sens des autres régions. Qu'est-ce que l'État a dépensé pour les autres régions? Et puis, interroger quand même un peu je ne sais pas jusqu'à la grogne, mais il y a quand même un certain mécontentement dans les milieux hospitaliers où les gens se plaignent justement, le corps médical parfois se plaint de ne pas avoir les équipements nécessaires. Et ces acquisitions-là, c'est en perspective ou c'est déjà une réalité? Non, alors, je commence par la dernière question. C'est des équipements qui sont acquis en réalité, mais il faut comprendre qu'on est dans un contexte de pénurie mondiale. Aujourd'hui, l'idéal pour nous serait de prépositionner autant d'équipements possibles dans les centres de prise en charge. Mais nous faisons avec la commande ou le stock disponible. Aujourd'hui, nous avons mis en place un système tel qu'aucun équipement n'est disponible au Cameroun sans que le ministère de la Santé puisse le prendre d'abord. Mais il faut dire que ce qui est au plan national ne suffit pas. Bon, je ne vais pas revenir sur les anecdotes de certains pays qui ont arraché des commandes d'autres pays, mais vraiment on est dans un contexte de pénurie mondiale. On continue de creuser, on continue de chercher pour être sûr qu'on a le maximum d'équipements possible. Mais alors, il y a peut-être une grogne
Qui habite le quartier Cité Verte ou le quartier Oyoma-Ban, qui débarque dans un centre de santé ou bien dans un hôpital, il ne sait pas de quoi il souffre. Et le personnel médical l'accueille et puis peut être contaminé simplement parce qu'il ne savait pas que cette personne souffre du Covid. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, dans ce genre de situation, d'avoir quand même une sorte de stock de sécurité, d'équipement pour tous les hôpitaux? Alors, je vais être également clair sur cette question. Il y a à peu près 2 semaines, il y a un deuxième contingent d'équipements qui a été envoyé par région et la correspondance du ministre de la Santé précisait bien que ces équipements sont prioritairement destinés au personnel de santé en charge du Covid, mais aussi au personnel d'accueil dans les formations sanitaires. Et là, c'est l'ensemble des formations sanitaires. C'est d'abord là la priorité, parce que forcément, un patient Covid peut arriver sans qu'on soit conscient de ce qu'il est effectivement il est effectivement porteur du virus. Donc, c'est l'option qui a été prise, donner les équipements au centre de prise en charge des patients Covid, mais également à toutes les unités d'accueil et des urgences dans les formations sanitaires. Et ça permet d'ailleurs de dire que dans la semaine qui arrive, il y a encore un gros contingent d'équipements qui vont être mis à la disposition des formations sanitaires sur l'ensemble du territoire national par l'entremise des délégués régionaux de la santé publique. Gisèle, peut-être une question à vous poser avant que nous ne marquions une pause. Oui, justement, je voudrais poser la question de savoir, globalement, si on vous demandait de chiffrer aujourd'hui, à combien s'élève la prise en charge du Covid-19 au Cameroun de manière globale, y compris les équipements, les dons, vous dites quoi? Il me semble que vous êtes la personne indiquée pour répondre à cette question. Je vais dire clairement, depuis la préparation avec la mise en place du dispositif de surveillance, à ce jour, nous sommes à peu près à un taux d'engagement des dépenses qui se situe autour de 8,880 millions, autant en termes d'équipement, en termes de plateaux techniques, en termes de gestion des centres de prise en charge et en termes de renforcement des systèmes régionaux de gestion de l'incident à la pandémie du Covid-19. Nous précisons bien que c'est un matériel acquis non seulement pour le passé jusqu'à aujourd'hui, mais également pour les jours à venir. Oui, je vais le dire également, les magasins ne sont pas totalement vides. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le dise, on ne va pas acquérir du matériel et le sortir simplement et laisser les magasins vides. Donc chaque fois que nous faisons des acquisitions, nous redéployons et nous gardons un stock de régulation qui nous permet de pallier les urgences jusqu'à ce qu'on ait encore d'autres acquisitions. Madame, Messieurs, nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse. 1 milliard de francs CFA dans le Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19. 2 milliards en matériel et produits médicaux. 360 communes du Cameroun. Ainsi se décline l'apport du président de la République dans le cadre de cette croisade contre le coronavirus. D'autres précisions, c'est dans ce focus du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Le président, dans sa posture de père de famille et qui est soucieux, n'est-ce pas, de la santé de chaque Camerounais, a pris l'option d'abord de créer un fonds spécial pour la solidarité nationale. Il a instruit le gouvernement de tout faire pour que nous conduisions des opérations d'acquisition de matériel. Mais parallèlement, lui, en tant que président de la République, a acquis des équipements et a envoyé directement dans les 360 communes. Donc, c'est deux choses bien différentes. Ce qui nous est arrivé par la dernière fois, et ce à quoi on veut confondre d'ailleurs ce don, il y a l'acquisition du gouvernement, il y a l'acquisition du président de la République. Donc, il n'y a pas de confusion à faire sur ce point-là.
Alors, juste quelques précisions après ce focus du ministre de la Santé publique qui disait là ce que le chef de l'État a fait et l'action du chef de l'État n'a rien à voir avec les investissements qui ont été consentis par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Maintenant, parlons de ces comptes qui ont été ouverts pour permettre à tous les Camerounais d'apporter leur quote-part dans la lutte contre cette pandémie. La contribution peut se faire en numéraire, par chèque bancaire ou par virement au guichet des postes comptables du Trésor dans le compte 470 552 intitulé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus, contre quittance, ou alors dans le compte numéro 8572 5011 intitulé Mine Santé Riposte Covid-19 ouvert dans les livres de BGFI Banque. Voilà donc pour les Camerounais qui aimeraient apporter leur contribution dans le cadre de cette pandémie qui nous interpelle tous. Alors, on revient à vous, Monsieur Eyenga, Élisée Eyenga. Il y a des aménagements qui sont en cours, notamment au stade militaire, mais également dans les logements sociaux à Olembe, mais également à Orca. À combien évaluez-vous tous les travaux qui ont été consentis, qui sont en cours là-bas, et qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Alors, sur les différents stades, notamment le stade militaire de Yaoundé, le stade Mbappé-Lépée de Douala, on installe un peu des espèces d'hôpitaux de campagne à partir des tentes suffisamment couvertes et climatisées. Et en termes de... Qui ont été achetés? Non, là, c'est pas c'est d'ailleurs pas loué. Ils ont été gracieusement mis à notre disposition par la Fondation Interprogrès sans publicité, avec l'appui de Monsieur le ministre du Commerce. Maintenant, il y a un certain nombre d'aménagements qui se font là-dedans. Donc, sur les stades Mbappé-Lépée et stades militaires, on est à peu près à 110 millions d'aménagements. Et maintenant, sur le site de Orca, il faut également qu'on lève une polémique là-dessus. L'État ne loue pas Orca, l'ancien site de Orca. Il y a un certain nombre d'aménagements qui sont faits avec la menuiserie et aluminium, l'installation des centrales, l'installation d'un dispositif hospitalier. Donc, c'est évalué à peu près aujourd'hui à 300 millions en termes d'aménagement global. Il y a vraiment des gros travaux de menuiserie et de génie civil qui se passent sur l'ensemble des espaces à partir du sous-sol, le rez-de-chaussée, plus de niveaux, pour permettre d'accueillir une capacité d'environ 300 lits, mais vraiment dans un contexte hospitalier. Le stade militaire est à peu près à la même capacité, la même chose pour le stade Mbappé-Lépée. Maintenant, il faut dire que le Premier ministre, chef du gouvernement, a créé par arrêté, je crois du 20 avril, un certain nombre de centres spécialisés de prise en charge des patients vivant avec le Covid dans les principales villes du Cameroun. Et ces aménagements également, les équipes des ingénieurs du ministère de la Santé avec le ministère des Domaines et le ministère des Travaux publics ont travaillé pour avoir un peu un certain nombre d'aménagements. Donc, on se situe aujourd'hui à des investissements qui vont aller autour de 4 milliards également. Ça devrait nous permettre quand même de porter notre capacité d'accueil à un nombre suffisamment satisfaisant pour ne pas avoir de patients qui manquent de lits. Alors, qu'en est-il des logements d'Olembe dont on ne dit pas beaucoup de bien? Alors, les logements de Lembe dont on ne dit pas beaucoup de bien, je voudrais simplement inviter ceux qui n'en disent pas beaucoup de bien à repartir. Les patients qui ont été mis en isolement à Olembe ne vous diront pas la même chose. C'est vrai que... Ne vous diront plus Non, ne vous diront plus la même chose parce qu'il y a eu un certain nombre de choses au départ, des éléments qui ont circulé sur les réseaux sociaux, mais un certain nombre d'aménagements qui ont été faits avec un certain nombre de commodités de base permettant aux gens de rester dans des conditions loin Mm. Donc, il faut dire que... Et là-bas, ils reçoivent 3 repas par jour, c'est bien cela? Effectivement, ils reçoivent 3 repas par jour aux frais de l'État. Ils reçoivent un traitement et un suivi médical de la part des personnels de santé. D'ailleurs, tout à l'heure au journal, vous receviez le médecin référent à la personne du docteur Olinga qui assure un peu la coordination clinique à ces niveaux-là. Repas chaud, repas froid? Non, c'est des repas chauds.
C'est des repas chauds. Il faut dire que nous avons contractualisé avec un service traiteur bien connu de la ville de Yaoundé d'ailleurs, qui assure l'alimentation des personnels là-bas. Il y a également un service de buanderie qui assure tout ce qui est nettoyage de la literie et des vêtements des patients à ce niveau. Moi, j'ai d'autres préoccupations relatives notamment à l'opportunité des aménagements faits ici et là, à Yaoundé, à Douala et dans les autres villes du Cameroun. Vous avez parlé tout à l'heure des aménagements qui pourraient aller chercher dans l'ordre de 4 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est dans la perspective des projections des projections qu'on a faites sur le nombre potentiel de malades, à quel horizon? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop pour un nombre de malades réduit? Alors, je ne dirais pas qu'on en fait un peu trop, pour la simple raison que tous les malades ne sont pas à Yaoundé. On aurait pu se concentrer à Yaoundé, Douala, faire des centres spécialisés. Mais qu'est-ce qu'on fait des patients qui sont contaminés positifs à Bafoussam, à Bertoua, à Limbe et à Boya? Il faut bien aménager ces centres spécialisés. Et l'option du chef de l'État a été très claire. Avoir des centres spécialisés pour améliorer la prise en charge et permettre au système sanitaire de continuer d'assurer les services qui sont les siens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va sortir les malades ou certains malades des formations hospitalières, on va dire classiques? Non, c'est ce que vous envisagez de faire? Nous avons déjà les unités de prise en charge dans certaines formations sanitaires. On a à l'hôpital central, l'hôpital Jamou. Mais ces formations sanitaires, elles ne peuvent pas suffire pour prendre en charge tous les patients. Sinon, on aura des problèmes de lits disponibles. Donc, à côté de cela, il faut qu'on soit sûr que chaque fois qu'on a des patients, on peut rapidement les référer quelque part. Et d'ailleurs, ces centres spécialisés sont des annexes de ces formations sanitaires. Pour la ville de Yaoundé, ce sont des annexes de l'hôpital central de Yaoundé. Donc, c'est l'hôpital central de Yaoundé qui continue d'assurer la prise en charge des patients Covid, mais avec une capacité d'accueil assez importante et réservée uniquement aux patients victimes du Covid. Peut-être que ma question n'a pas été claire. Ma question, la voici. 2500 lits pour le nombre de cas déclarés au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Est-ce que vous avez peur de quelque chose de plus grave dans un avenir plus proche? Qu'est-ce qui peut justifier un tel déploiement? On ne dira pas qu'on a peur. Mais je pense que dans ce type de situation, il vaut mieux pécher par excès que de pécher par déficit. C'est-à-dire, si nous avions fait 500 lits, aujourd'hui nous sommes à 1400 et bientôt peut-être 1400 et plus de cas. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Est-ce que tous les cas sont systématiquement hospitalisés? Alors, tous les cas... On parle de 700, moins de 800 hospitalisations. Oui, tous les cas ne sont pas systématiquement hospitalisés. Tout le monde d'ailleurs n'est pas malade au même moment, pendant que d'autres sont malades, d'autres guérissent. Mais il vaut mieux être dans une situation prévisionnelle pour être sûr que si d'aventure on atteignait les 3500 cas, on a la capacité de les prendre en charge. Nous avons travaillé, d'ailleurs, la stratégie s'est appuyée sur une modélisation faite avec des experts du ministère de la Santé, de l'OMS et des CDC pour voir quelle est la cinétique de progression de l'épidémie et comment il faut se préparer pour être sûr que nous ne soyons pas dépassés, que nous n'ayons pas des situations où on a des patients qui méritent d'être hospitalisés, mais on ne sait pas où on va les mettre. Donc, voilà un peu la logique dans laquelle nous nous trouvons. Logique d'anticipation sur ce que pourrait être. On est en situation d'épidémie, il n'y a pas de prévision exacte. On ne peut pas vous dire demain nous aurons tel nombre de cas. Nous travaillons à réduire au maximum le nombre de cas. D'ailleurs, notre souhait est que les 2500 lignes soient pas occupées. D'ailleurs, Lucrèce parlait tout à l'heure de l'aménagement du plateau technique. Oui. Et j'ai envie de vous interroger sur les respirateurs qui semblent être une denrée rare en ce moment. Alors, la question des respirateurs, oui, c'est un peu la question à la mode aujourd'hui. Tout le monde parle de respirateurs. Mais en l'état actuel, la priorité est-elle au respirateur ou à la prise en charge précoce des patients? Si nous pouvons arriver à une situation où les patients guérissent avant d'arriver aux besoins d'oxygénothérapie, ce sera bon. Mais l'État a quand même pris aussi un certain nombre d'actions pour commander des respirateurs, et pas que des respirateurs, des équipements de réanimation lourde. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire ici qu'à l'hôpital central de Yaoundé, on a aménagé des nouvelles unités de réanimation à l'hôpital général à l'hôpital Jamou de Yaoundé. C'est la même chose. On a fait la même chose à l'hôpital à Kentini pour être sûr que, au-delà des respirateurs, nous avons la capacité de produire
d'avoir des places en réanimation lourde dans les formations sanitaires. Les respirateurs, c'est des équipements portables. Mais il faut déjà qu'il y ait des infrastructures et qui d'ailleurs vont rester dans ces formations sanitaires. Et on se serait également entendu qu'on donne aussi la priorité à des équipements de diagnostic comme des scanners dans certains de nos hôpitaux qui en manquent. Alors là aussi, il y a des commandes qui sont en cours. Je ne vais pas faire l'étalage de toute la commande qui a été passée, mais il y a des IRM, des scanners qui ont été commandés. Mais vous imaginez que c'est des équipements qui doivent être commandés à l'étranger, le temps de l'acheminement au Cameroun, ça prend ce que ça prend comme temps. Mais l'idée pour nous, au niveau du ministère de la Santé, et tel que prescrit par le chef de l'État, c'est vraiment d'anticiper, tester rapidement, prendre en charge de manière précoce les patients. Et on est au moins sûr qu'on évitera d'arriver à la situation où on risque de frôler un nombre effrayant de personnes décédées. Alors, on a parlé des fonds tout à l'heure, des fonds, du fonds spécial qui a donc été créé. Est-ce qu'on peut avoir une idée? On sait exactement ce que le chef de l'État a donné, 1 milliard de francs CFA. On sait également que le ministère de la Santé reçoit des chèques pratiquement toutes les semaines des entreprises, on va dire, citoyennes. Est-ce qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui une idée de ce qui a déjà été collecté? Alors, à ce jour, nous avons exactement dans le compte dédié au Fonds de solidarité reçu 1 631 174 727 francs. C'est ce que nous avons reçu en termes de contributions diverses, y compris de certaines entreprises citoyennes, des personnes de bonne volonté, des Camerounais d'ici et d'ailleurs qui font des dépôts. Donc voilà ce que nous avons reçu à date. À côté de cela, donc, vous avez le milliard que le chef de l'État a prédisposé dans le fonds de solidarité et les ressources qui ont été débloquées par le Trésor public sur haute instruction de M. le Premier chef du gouvernement. Je ne vais pas cacher la vérité, c'est 1,3 milliard qui a été débloqué par le Trésor public. Et nous avons reçu la Banque de développement des États de l'Afrique centrale 500 millions. Donc voilà globalement ce qui a été reçu et au niveau du Trésor public et au niveau des comptes logés dans la banque commerciale que vous avez évoquée tout à l'heure. Et à quoi tout ça sert? Alors, à quoi tout ça sert? Je vous ai par exemple donné tout à l'heure des chiffres pour ce qui a été pris. Si je vous dis par exemple que simplement la mise en quarantaine des concitoyens et des passagers qui sont arrivés au Cameroun depuis le 17 mars et bien après, ça nous a coûté à ce jour 681 millions. C'est-à-dire qu'à peu près 4 425 000 à Bertois, parce qu'on a dû confiner quelques passagers dans un bus où on soupçonnait un décès de Covid+. À Douala, vous êtes à peu près à 321 millions et à Yaoundé à 340 millions qui ont été payés pour les hôtels de prise en charge des quarantaines des personnes qui sont arrivées au Cameroun depuis le 17 mars. Et puis il y a une préoccupation particulière relative justement aux tests. Avec tout ce qu'on déploie comme moyen, pourquoi on a l'impression dans les hôpitaux que les tests sont en manque? Et pas uniquement dans les hôpitaux, mais même dans certaines entreprises. M. Jacques Kemle, que nous allons recevoir dans la deuxième partie de cette émission, parlait de ce problème-là. Les entreprises se plaignent de ce que parfois certains de leurs personnels sont positifs, sont testés positifs, mais après, il n'y a pas moyen de tester tout le reste du personnel. Que se passe-t-il avec les tests? Alors, que se passe-t-il avec le test? Il faut dire déjà qu'à ce jour, nous avons testé suffisamment de personnes. Mais j'ai parlé tout à l'heure de la question de la pénurie sur le plan mondial. C'est-à-dire que nous avons fait jusqu'à présent le choix de la précaution. C'est le choix des tests qui sont certifiés et qui fonctionnent. On aurait pu prendre l'option des tests de diagnostic rapide avec la marge d'erreur que ça comporte et donc avoir de nombreux faux négatifs. Donc, peut-être pour revenir à la question de Gisèle, toutes les formations sanitaires n'ont pas vocation à faire des tests. Il faut un plateau technique conséquent. Jusque-là, nous avions le centre Pasteur de Yaoundé qui assurait le diagnostic. L'option de décentralisation a permis déjà d'avoir l'hôpital à Kintini à Douala et un autre laboratoire de référence et un ensemble de laboratoires. D'ailleurs, cette semaine qui s'achève,
la ville de Bamenda a commencé à faire ces diagnostics de Covid+. Garoua les fait déjà, Moutengene les fait déjà. Donc on est vraiment en train d'aller vers une logique de rapprochement des centres de diagnostic. Mais on ne peut pas mettre préposer ou prédisposer des tests dans toutes les formations sanitaires. On parle de plateau technique pour faire ce type de diagnostic. Alors vous parlez tantôt de la décentralisation dans le cadre justement de la riposte contre le Covid-19. Qu'est-ce que cela va coûter à l'État, cette décentralisation en termes de charges? Alors, qu'est-ce que ça va coûter à l'État? Je ne pourrais pas vous donner un chiffre parce que nous ne savons pas à quoi va correspondre la pandémie dans une semaine ou dans 2 semaines. Mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui? Mais à date, nous avons déjà mis à la disposition... Des tests, de la multiplication des centres de dépistage, voilà, de tests c'est-à-dire que, pour moi. Alors, en termes de ce qui a été fait par rapport à la décentralisation, nous avons par exemple tout ce qui concerne la surveillance épidémiologique. C'est au niveau régional et du district que cela se fait. Nous avons tout ce qui concerne la surveillance biologique, les tests et dépistage, c'est là que ça se fait. La prise en charge devient décentralisée, puisque chaque région a au moins un centre de prise en charge. Tout ce qui est hygiène, assainissement se fait au niveau décentralisé. Et pour renforcer ces systèmes de gestion régionaux de l'incident, il faut dire que nous avons un système national de gestion de l'incident. Maintenant, avec la décentralisation, nous avons maintenant 10 autres systèmes régionaux de gestion de l'incident Covid. Et ces systèmes régionaux reçoivent des équipements. Et je vous ai dit que dans la semaine qui arrive, il y a d'autres équipements qui vont être déployés, mais ils reçoivent également des ressources financières. À date, nous avons, pour un premier jet, transféré 342 millions répartis dans les 10 régions, peut-être pas de manière équitable, mais pas de manière égale, mais de manière équitable. Et nous avons, le ministre de la Santé a demandé aux différents gouverneurs qui assurent la coordination de lui faire remonter le plan d'action de mise en œuvre du plan de riposte et ce que ça va coûter. Et donc, une fois que nous aurons reçu ces éléments, nous allons commencer à décentraliser, à envoyer les ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles à ces régions. Alors, si on devrait, Gisèle, retenir 2 ou 3 chiffres ce soir, ce seraient lesquels? Alors, ce serait un peu difficile pour quelqu'un qui manipule les chiffres tous les jours de donner 2 ou 3 chiffres. Mais en termes de chiffres, il faudrait dire que l'État dépense suffisamment jusqu'ici en termes de prise en charge des patients. Mais en termes de note d'espoir, nous devons dire que dans les commandes qui nous arrivent, nous avons quand même une bonne quantité d'équipements qui arrivent. Un minimum de 225 000 masques de protection qui seront rapidement redéployés dans les régions. Nous ferons également la même chose en termes d'équipements de protection intégrale pour les patients. Je ne vous donnerai pas aujourd'hui le nombre de chiffres d'équipements de réanimation qui arriveront parce que les commandes sont passées, mais après elles arrivent en fonction de la disponibilité sur le marché international. Quand même le nombre de tests? Alors, le nombre de tests, je ne vais pas m'aventurer dans cette logique. Parce que jusque-là, nous n'avons retenu que 225 000 masques. Je ne vais pas m'aventurer dans la logique du nombre de tests parce que la structure... Vous savez ce que vous avez commandé quand même. La structure qui a le mieux la maîtrise du nombre des questions de tests, c'est le Centre Pasteur. Elle sait à peu près ce qu'elle a déjà consommé, ce qu'elle en consommera. Alors, ce que nous avons commandé, le ministre l'avait d'ailleurs annoncé, c'était 300 000 tests qui ont été commandés au niveau international. Et donc, qui ont été livrés? Alors, la totalité n'a pas été livrée. Il y a à peu près 25 000 qui sont arrivés la semaine dernière. Il y en a qui arrivent encore dans la semaine. Mais le temps pour nous d'avoir les documents de transport pour qu'on sache exactement quelles sont les quantités qui ont été expédiées par les partenaires auprès desquels nous avons commandé ces tests. Alors, je voudrais juste rester sur cette question des chiffres récapitulatifs. De manière, je vais dire, pas exhaustive. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'État a déjà dépensé aujourd'hui? Celui qui nous écoute en ce moment voudrait savoir à peu près ce que l'État a déjà sorti comme argent, les efforts que l'État a déjà fait depuis le début de cette crise-là pour sauver la vie des Camerounais. Si on devait retenir quelque chose, ce serait quoi? Si on devrait retenir, je dirais que les engagements de l'État en termes de prise en charge et de lutte contre le Covid, à ce jour, se situent à 8
881 millions. Plus les 4 milliards d'aménagement des centres de prise en Non, charge. ça, les 4 milliards sont compris. Dans les 8 milliards. Dans les 8 milliards. Ah. Les 4 milliards sont compris dans les 8 milliards. Alors, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Le coronavirus impacte négativement l'économie. Le virus attaque à l'économie réelle. Et parmi les secteurs les plus touchés figurent l'hôtellerie et la restauration. Confirmation dans ce zooming que signe Oswald Medou. Des victimes du Covid-19, ils sont sans doute ceux qui jusqu'ici continuent de payer le plus lourd tribut. Les hôtels n'ont jamais autant vu leur activité mise en berne que depuis cette pandémie. Les halls habituellement bondés sont aujourd'hui déserts, les restaurants aussi, tout comme les autres espaces généralement très animés. La baisse d'activité a conduit à la mise en congé technique d'une bonne partie du personnel. Nous avons donc pensé qu'il était bon de réduire les effectifs à l'hôtel. C'est ainsi que nous avons mis près d'une soixantaine de personnes en congé payé. J'aurais dû, depuis le mois de février, mettre tout le personnel en congé technique, mais j'ai dû faire qu'ils travaillent en service de quart. Il faut faire face à la crise sanitaire. Cela oblige parfois à revoir sa politique. Alors bien sûr, le port du masque est devenu obligatoire. Nous avons aussi retiré quelques tables du restaurant afin de respecter une certaine distance. Les réservations que nous avions au mois de mars pour 1050 nuitées ont été tout simplement annulées. Nous avons eu des banquets. Nous devions offrir 600 couverts. Les 600 couverts également ont été annulés. La vie suit ainsi son cours, tant bien que mal. Plutôt mal d'ailleurs pour certains, peut-être pas encore au bord de l'asphyxie, mais presque, si la crise doit perdurer. Seul l'État aujourd'hui peut nous venir en aide parce que c'est très grave. Et là encore, c'est chez les plus résistants. Le virus a contraint plus d'un hôtel à baisser simplement le rideau. Les revenus ne sont plus générés. Il y a un flux qui est complètement réduit de par les touristes, les consommateurs locaux. L'impact il est significatif. Mais qu'il soit étoilé ou pas, le mal est généralisé. Tous les établissements hôteliers sont atteints. Entre-temps, d'autres en profitent pour effectuer des travaux de rénovation. C'est déjà ça de gagner. La suite du débat dans quelques instants. Le temps pour nous de vous redonner lecture de ces comptes qui ont été ouverts dans le cadre du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19. Comme on le disait, selon le ministre des Finances, la contribution peut se faire en numéraire, par chèque bancaire ou par virement au guichet des postes comptables du Trésor dans le compte. Vous le verrez donc sur vos écrans dans le compte 470552 intitulé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus, et ce sera contre quittance, mais également au compte numéro 80 00 57 25 011 intitulé Mine Santé riposte Covid-19 ouvert dans les livres de BGFI Banque. Voilà donc pour ceux qui aimeraient apporter leur contribution dans le cadre de cette bataille que le Cameroun mène contre le coronavirus. On vous redonnera lecture de ces comptes d'ici la fin de cette édition de Scène de presse. Et vous l'avez entendu il y a quelques instants, le coronavirus s'attaque à l'économie réelle. Les entreprises camerounaises, comme celles du monde d'ailleurs, font les frais de cette pandémie. Et sur le plateau avec moi, Olivier King-Molly. Bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Merci d'avoir fait le déplacement de Douala pour cette émission qui porte justement sur l'impact économique du coronavirus sur le secteur économique, sur le secteur des privés au Cameroun aujourd'hui. Merci de m'avoir fait l'amitié de m'inviter.
En face de vous, Monsieur Jacques Kemle, qui est le maire de Tcham, mais qui est surtout secrétaire général de l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CIATV. Et juste à côté de vous, Eric Lundu, qui est administrateur du mouvement patronal ECAM, entreprise du Cameroun. Bonsoir et bienvenue également. Bonsoir Lucrèce. Alors, avec vous, nous parlons de l'impact du Covid-19 sur l'économie camerounaise. Vous avez, il y a quelques instants, suivi cet élément qui nous a été proposé par Oswald Medoun, qui parlait de la situation dans laquelle se retrouvent les opérateurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Alors, Monsieur Jacques Kemle, vous, comme je l'ai dit il y a quelques instants, vous êtes le secrétaire général de l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. Comment ce secteur-là ressent-il les effets du Covid-19 aujourd'hui? Vous savez, en réalité, si le secteur de la restauration est en difficulté, ne perdons jamais de vue que la production est en amont. Et aujourd'hui, ce que je puisse vous dire, c'est que la situation est inquiétante, mais pas alarmante. Ça signifie en réalité qu'on peut la surmonter, certains efforts sont faits. Il est bon de relever, Lucrèce, que nous avons des impacts sérieux au niveau des différentes fonctions de l'entreprise de production. Et vous savez, dans une entreprise de production, il est question chaque jour, quand on se lève et avant de se lever dans la nuit, de réfléchir sur comment faire pour mettre à la disposition des consommateurs les produits dont ils ont tant besoin pour leur bien-être. Et nous avons constaté au niveau de nos unités de production qu'il y a une baisse substantielle d'environ 40% dans les unités dont j'ai la responsabilité. Et évidemment, la première des choses, vous avez parlé de la restauration, nous avons une baisse sérieuse des ventes. Il y a de la mévente, c'est le mot qu'il faut. Et cette mévente a des conséquences au niveau de la PME. Nous avons constaté, après avoir fait une petite évaluation, que la mévente, le taux de mévente variait suivant qu'on avait affaire aux grandes entreprises ou alors aux PME ou aux très petites entreprises. Et la mévente là a une conséquence immédiate, c'est la baisse du chiffre d'affaires. Et vous savez, quand le chiffre d'affaires est bas, ce que nous devons reverser à l'État ne va pas arriver. Ça signifie que vous, qui êtes fonctionnaire, vous risquez à un moment donné... Mais le message est passé. Dans tous les cas, vous risquez de ne pas avoir vos salaires. Et une autre conséquence, c'est que les opérateurs qui ont été partenaires avec l'État, c'est-à-dire les fournisseurs de l'État, seront difficilement payés. Ça, c'est la conséquence immédiate, quand le chiffre d'affaires baisse en cas de mévente. Mais il y a une autre chose, c'est que les fournisseurs locaux comme internationaux sont aussi en difficulté parce que les achats ne passent pas, les approvisionnements ne se font pas. Si vous êtes au niveau de l'industrie de transformation dans la filière des oléagineux, par exemple, vous savez, il y a des petits producteurs locaux d'huile de palmiste qui est une matière première essentielle dans la fabrication du savon. Aujourd'hui, ils ne vendent pas. Parce que lorsque la production baisse, ça signifie en fait que nous n'allons pas nous approvisionner au niveau de la première transformation qui a simplement pour rôle d'extraire l'huile brute qu'on utilise pour l'essentiel et de mettre à la disposition la deuxième transformation. Et l'autre danger, c'est que cette matière première est périssable. Donc actuellement, les planteurs villageois, les planteurs industriels ont une difficulté. Le taux d'acidité est en train de monter. Ça, ce sont des pertes qui seront difficilement évaluables. Et bien entendu, les commandes prennent un coup au niveau de nos clients. Vous vendez cette semaine, la semaine qui vient, vous vendez presque rien. La troisième semaine, vous vendez un peu plus. Ce sont les conséquences du confinement. Parce qu'on sort, on fait des petits achats, on se confine, on ressort. Et le véritable problème aujourd'hui du CRES, c'est la tension de trésorerie qui naît de tout ça. Parce que voyez-vous, comme nous ne vendons pas suffisamment, nous avons des engagements financiers auprès de nos banques et les trésoreries qui ne fonctionnent pas, on est complètement perdu. Et l'autre conséquence, c'est qu'à l'heure où je vous parle, les personnels sont en chômage technique. C'est suffisamment grave.
Et il y en a même qui ont commencé à réduire les effectifs. Jacques Kemmler, vous avez beaucoup parlé, vous avez fait étalage de ce dont vous souffrez aujourd'hui, mais dans cela, vous présentez le visage d'un secteur d'activité qui doit être très propre. On va peut-être se comprendre dans la suite, mais sur votre développement tout à l'heure, je prends 3 aspects. Alors, quel est l'état des lieux du secteur avant la crise? On est presque en début d'année. On est presque en début d'exercice. Quelle est la situation des stocks? Et quels sont vos rapports avec l'État, justement? Vous avez parlé du fisc, on ne paye pas et tout et tout. Ce que je vais dire, M. Kingemoui, il n'y a pas de restauration qui fonctionne. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'achat qui s'effectue. Et du coup, nous sentons un malaise. C'est le premier constat. Les stocks que nous avions et qui étaient destinés à alimenter les consommateurs pendant 4 mois sont presque statiques. Et nous sommes en début de production. Parce que c'est un particularisme dans cette filière. Et voyez-vous, c'est le moment où les ventes se font beaucoup à l'extérieur quand on prend le cas du savon. Parce qu'on est en saison sèche quand la crise commence. Malheureusement, les pays vers lesquels nous exportons, parce que j'aime toujours dire que cette filière est la première en termes de rentrée de devises. Alors dites-nous à quel niveau la consommation chute? Elle chute au niveau de ceux qui achètent. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de commande, parce que les acheteurs sont confinés, on ne vend pas de l'huile. Vous savez que le matin, le beignet haricot que tout le monde mangeait étant très content, c'était avec de l'huile. Il y a, Jacques Kemmler, les ménages, la consommation des ménages, et il y a la consommation, j'ai besoin de dire industrielle, des services. Alors, vous êtes attaqué à quel niveau précisément? Les ménages continuent de consommer? Non, les ménages consomment à très petits coûts. Je vous ai dit, les gens ne sortent pas, ils sont confinés. Le jour où ils sortent, ils font quelques petits achats. Et les achats industriels ont sérieusement baissé. Parce que, voyez-vous, ces industries de restauration dont vous parlez, c'était des grands acheteurs d'huile végétale raffinée, de coton, de palme, de maïs, qui sont faits localement. Et c'est ça qui est même une chance. Parce qu'en réalité, imaginez-vous que ces produits que les gens auraient achetés à l'extérieur via des lettres de crédit n'étaient pas vendus. La situation serait encore plus grave. Alors, vous avez parlé du secteur des oléagineux. Je voudrais que nous écoutions M. Eric Elundu sur les autres secteurs qui sont touchés par le coronavirus. On parle des transports, notamment, on parle du commerce. C'est vrai que M. Jacques Kemmler a commencé à en parler. On parle du commerce extérieur, on parle d'un certain nombre de secteurs qui sont particulièrement touchés. Alors, merci Lucrèce de me permettre de dire un mot sur ce point-là. Je pense qu'il est important, dans un premier temps, de rappeler globalement quelle est la structure même de notre économie. Notre économie aujourd'hui est duale, on va dire comme ça. Dans un premier temps, on peut constater que notre économie est essentiellement extravertie pour ce qui est de l'économie formelle. Et dans ce sens-là, on est tenu d'évaluer l'impact et les coûts à 2 niveaux. Parce que le secteur formel, tel que M. Kemmler vient de le décrire, subit effectivement le surcoût, d'une part parce qu'ils exportent et d'autre part parce qu'au niveau local, la consommation qui est généralement effectuée par les employés du secteur formel est également touchée. Parce que confinement oblige, il n'y a pas assez de consommation. Par contre, si on prend en compte le secteur informel, à ce niveau-là, l'impact est moins facile à cerner parce que c'est déjà la majorité de ceux qui continuent à réaliser leurs activités sans véritablement tenir compte des contraintes parce que c'est la vie au quotidien. Mais pour ce qui nous concerne à ECAM, il s'agit bel et bien des entreprises aussi. Et cette population d'entreprises occupe 90% de la population active. Ça fait que l'appréciation de l'impact sur le tissu économique doit être, on va dire, évaluée d'une part
concernant les entreprises formelles qui, elles, sont fortement touchées et qui contribuent en grande partie à l'impôt. Parce que là également, il faut noter que l'une des premières victimes, l'une des victimes les plus importantes dans ce qui se passe aujourd'hui, ce sera l'État. Les entreprises contribuent à hauteur de 60% sur le plan fiscal, qu'il s'agisse de la fiscalité à l'entrée ou de la fiscalité interne. Alors, il a évoqué tout à l'heure un chiffre de 40% de réduction du chiffre d'affaires. Vous verrez que sur les 2900 milliards à peu près consacrés aux recettes fiscales, si vous appliquez 40% en moins, vous imaginez un peu la difficulté dans laquelle l'État, qui est supposé être le principal acteur pour maîtriser cette crise, va se retrouver. Alors, s'agissant des autres secteurs les plus touchés, vous avez effectivement l'hôtellerie, vous avez le transport et vous avez toutes les autres filières exportatrices, le bois, les autres matières premières en dehors des oléagineux. Le cacao, le café, le pétrole. Tout à fait. Vous avez également les entreprises importatrices parce qu'aujourd'hui, les transactions au niveau international sont extrêmement ralenties et donc même ces entreprises-là ont du mal à boucler leurs opérations. Donc globalement. Oui. Alors, je voudrais revenir sur la consommation. Vous savez bien qu'en économie, c'est très important. La consommation, d'accord avec M. Kemble, on ne va plus au restaurant pour manger, mais la consommation des ménages n'est pas aussi importante. On a plutôt l'impression qu'en confinement, on mange beaucoup. N'est-ce pas, disons-le comme ça. La consommation a tendance à, n'est-ce pas, augmenter, non? Tout à fait. Et là, je devrais souligner que nous avons peut-être une période de résilience de 2 à 3 mois. En espérant que d'ici là, on puisse trouver une solution définitive à la crise. D'ici 2 à 3 mois, les ménages vont vraiment être sous pression parce qu'il sera difficile de mobiliser des ressources pour acquérir de quoi s'alimenter, de quoi se déplacer, etc. Et c'est en cela que j'aimerais souligner, une fois de plus, le rôle et l'importance des petites et moyennes entreprises à côté des grandes entreprises, parce que c'est elles qui occupent 90% de la population active. Et donc aujourd'hui, les différentes solutions qui sont proposées, notamment par ECAM, visent non seulement à trouver des solutions conjoncturelles pour la situation actuelle. On va en venir aux solutions. Je voulais répondre sur la partie. Consommation. Oui. En réalité, votre question est extrêmement importante. Voyez-vous, on mange beaucoup à la maison. Les séminaires n'existent plus. Les restaurants sont fermés. Comment vous pouvez me dire que la consommation croît? Elle a baissé, et substantiellement. C'est ce qui justifie donc la baisse de la production. Sinon, comment expliquerez-vous ça? Parce que voyez-vous, par mois, pour revenir toujours dans ce secteur qui est extrêmement important dans notre économie, on consommait 15 000 tonnes d'huile raffinée. Aujourd'hui, on n'est même pas à 9 000 tonnes. Parce que toutes ces restaurations collectives-là ne fonctionnent plus. Les restaurations des ménages, elles sont résiduelles. Et voyez-vous, c'est pour cela qu'on ressent cette mévente. Et bien entendu, je vous ai dit la consommation extérieure. Vous savez qu'un pays comme le Tchad, c'est en fait une voie pour atteindre le Soudan, le Burundi, la RDC, en termes de consommation du savon des ménages, par exemple, dans le cadre de l'agro-industrie. Lorsque cette voie ne fonctionne pas, parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans les unités, vous trouverez des commandes, certaines commandes qui étaient destinées à l'extérieur, qui sont dans des camions, qui ne peuvent pas être acheminés. Évidemment, il y a une autre question, mais elle est résiduelle. C'est celle de la non-délivrance à temps par les services des douanes des documents de circulation des marchandises. C'est résiduel, mais la consommation a baissé. Oui, j'ai posé la question de votre rapport. Vous pouvez répondre tous les deux, hein, bien sûr, n'est-ce pas, avec l'État. Vos engagements avec le fisc. Au moment où la crise commence, vous êtes OK? Bien entendu. Quand la crise commence, je vous ai dit, en début d'année, c'est au moment où les affaires atteignent les chiffres les plus importants, notamment dans ces filières de transformation, parce que la commande de l'État, qui est la plus importante, est faite. Donc, du coup, ça booste les industries. Et parce que c'est le démarrage du budget, vous savez, en mars, juin, ça fonctionne. Vers la fin de l'année, c'est complètement au sol. Donc, c'est pour cette raison que quand la crise arrive, c'est-à-dire cette pandémie, les commandes baissent. Du coup, la production baisse. Tout se verrouille.
et on a l'impression que la machine est grippée. Et bien grippée d'ailleurs, ce n'est pas une impression, elle est grippée. Donc, du coup, il faut dégripper cette machine. Et c'est à ce niveau qu'il faut donc des solutions, des rémédiations. Sur l'aspect fiscal, je voulais insister sur un point parce qu'il faut distinguer l'impôt sur les revenus des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, la TVA. Entre les trois postes, la TVA est le poste qui rapporte le plus à l'État. Tout à fait. Alors, à partir du moment où on a une diminution de transactions, il y a un fort impact sur le montant de la TVA collectée par l'État. Pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les personnes physiques, lorsqu'on regarde le budget de 2020, on est à peu près entre 300 et 350 milliards projetés par l'État. Et la TVA, c'est pratiquement 1300 milliards. Absolument. Donc, la réduction du volume de transactions, la réduction des achats, de la consommation et autres, va fortement impacter l'État sur le plan fiscal par rapport à la TVA. Alors, vous parlez de l'État et également des prévisions liées au pétrole. Le budget 2020 du Cameroun a été élaboré sur l'hypothèse d'un prix moyen du baril à 57,9%, à peu près à 57,9 dollars, à peu près 60 dollars, on va le dire ainsi. Mais aujourd'hui, on se situe à moins de 30 dollars, voire 25 dollars. C'est des prévisions également sur lesquelles l'État va devoir revenir. Tout à fait. L'avantage avec le Cameroun étant que lorsqu'on prend le budget de façon globale, les recettes pétrolières, c'est à peu près 503 milliards sur les 5 000 milliards à peu près, donc à peu près 10%. Ça fait que même si effectivement les recettes vont être diminuées de moitié, pour l'État, l'enjeu, c'est sur son tissu économique. Et c'est pour ça que pour nous, au niveau ECAM, on insiste vraiment sur l'impact PME potentiel qui doit venir soutenir les grandes entreprises, même en termes de consommation. Parce que lorsqu'on écoute M. Kemle, les restaurants et autres, c'est eux, ce sont ces entreprises-là qui constituent les principaux clients des moyennes et grandes entreprises. On a beaucoup parlé du secteur de la restauration, mais je ne voudrais pas qu'on oublie, Olivier King, qu'on oublie le secteur des transports qui subit vraiment de plein fouet les conséquences de cette pandémie. Le secteur du tourisme, on va revenir là-dessus. Oui, le secteur du tourisme, on en a beaucoup parlé. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est à deux temps. Parce que ce que j'observe dans la ville de Douala est un peu différent de ce que j'ai observé à Yaoundé depuis que je suis là. J'ai l'impression que l'hôtellerie n'est pas suffisamment affectée dans la ville de Yaoundé. Je peux me tromper. Mais alors, oui, quand l'hôtellerie est plombée, les services que vous offrez, n'est-ce pas, ne fonctionnent pas. Le transport, vous savez, lorsque nous disons généralement, je vais toujours prendre le cas de la filière des oléagineux. Quand nous disons que c'est plus de 60 000 emplois directs, on ne fait pas justement allusion aux emplois indirects, parmi lesquels le transport, qui est capital. Pour prendre la matière première vers l'industrie de transformation, c'est le transport. Oui. Quand vous avez fini de produire de l'unité de production vers les destinataires finaux, c'est le transport, qui peut être maritime, mais pour le cas du Cameroun, il est terrestre. Et il n'est donc pas fonctionnel. Ça signifie que tous ces transporteurs que nous utilisons pour aller acheter la matière première près des agros qui la fournissent sont en berne. Tous ces transporteurs qui attendaient qu'on leur dise aller livrer chez tel client sont en berne. Ça signifie que sur une semaine, quelqu'un qui faisait 2 ou 3 trajets, c'est à peine s'il fait 1. Donc ce secteur est bien impacté au niveau de son rattachement avec les unités de production. Alors, est-ce qu'il faut faire, Lucrèce, la différence entre le transport dont vous parlez, le transport des marchandises et le transport des personnes? Bien entendu, il y a une différence. La question du transport me touche particulièrement parce que j'ai une proximité avec ce secteur-là. Effectivement, c'est l'un des secteurs, transport des personnes, aussi bien urbain qu'interurbain. C'est l'un des secteurs les plus touchés. C'est vraiment ceux qui sont en première ligne. Et à ce niveau-là, il faut relever des pertes d'activité de plus de 50%. Au-delà des contraintes imposées par le gouvernement en matière de sécurité sanitaire, le nombre de personnes à transporter, etc. C'est des entreprises qui occupent un volume très élevé de personnel. Et c'est des entreprises qui, en fonction
du coût de revient de l'activité et de la trésorerie, des marges très limitées, vivent pratiquement au jour le jour. Donc une baisse drastique du niveau d'activité est telle que la banqueroute n'est pas loin du tout. Et donc là-dessus, c'est important d'envoyer un appel fort auprès des autorités pour dire, au-delà de l'aspect purement sécuritaire, il y a urgence à envisager des mesures pour soutenir les entreprises de ce secteur. Alors, vous avez parlé de l'hôtellerie. Je souligne quand même que là-dessus, je ne partage pas votre observation. Le secteur de l'hôtellerie fait également partie des secteurs les plus touchés. Vous avez à Douala, c'est un groupe hôtelier qui ont carrément fermé. Et ça s'explique simplement parce que les hôtels, si vous parlez de Yaoundé, tout ce qui est dans le secteur hôtellerie, vivent aussi en fonction de la vie et l'animation, le divertissement. Et donc, de nuit, les établissements de divertissement étant fermés dès 18 h, l'impact est immédiat sur tout ce qui est hôtellerie. Alors, je voudrais juste donner quelques chiffres qui m'ont été donnés par les opérateurs du secteur des transports, juste pour qu'on puisse avoir une idée. Un bus de 70 places lancé sur le tronçon Yaoundé-Bertois, par exemple, rapportait en moyenne 280 000 francs CFA. Aujourd'hui, le bus ne peut embarquer que 50 personnes, 50 passagers, y compris le chauffeur et l'assistant. Les recettes se situent donc désormais à 192 000 francs CFA. Donc, on est parti de 280 000 à 192 000 francs CFA. Et ça, c'est pour ce qui est des bus de 70 places. Parce qu'on va au niveau des taxis, par exemple, les taxis qui consomment du super sont passés des recettes de 10 000 francs par jour à 5 000 francs. Et les taxis qui consomment le diesel, ils sont passés des recettes de 13 000 à 7 000 francs CFA. C'est juste pour que nous puissions avoir une idée comme ça de ce que les opérateurs de ce secteur subissent par ces temps de coronavirus. Mais je dois préciser que le chef de l'État a instruit la finalisation en urgence de l'étude visant à évaluer l'impact du Covid sur l'économie nationale. On aura certainement les résultats de cette étude dans les prochains jours. Messieurs, permettez que nous marquions un arrêt dans cette émission. Le Covid-19 est-il une chance pour le Made in Cameroun? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans la rubrique Édito. On se retrouve juste après. Les conséquences de la pandémie ont vu émerger un ensemble d'initiatives locales, aussi bien en termes d'offres de solutions pour désinfecter. Et on a aussi vu émerger la possibilité pour les entreprises locales de produire notamment des masques qui sont recommandés pour éviter la propagation du virus. Donc ça, ce sont des réactions à court terme. Le Covid-19, avec la distanciation sociale, va structurer les habitudes sociales et donc va devenir de ce point de vue-là un enjeu. Et donc toutes les prestations qui permettent d'appliquer la distanciation sociale sont une opportunité pour le Made in Cameroun. Je pense entre autres aux télécommunications, je pense à la télémédecine, au téléenseignement, au télétravail de manière globale. En consommant local, nous évitons la fuite des devises et nous permettons à l'industrie locale de se mettre en valeur. Les pouvoirs publics doivent soutenir les PME locales qui sont les premiers espaces où la valeur ajoutée se fabrique. On se rend compte avec le Covid qu'il peut arriver un jour dans le monde que toute la chaîne mondiale d'approvisionnement alimentaire ne puisse plus fonctionner normalement. Alors à partir de ce moment, les pays qui dépendent entièrement ou à majorité de l'extérieur pour consommer se retrouvent en difficulté. Donc il est donc important sur le long terme de commencer à véritablement mettre en place une stratégie qui va viser à doper la production alimentaire aussi bien pour la consommation en interne que éventuellement pour l'exportation des excédents. Le Covid pousse aussi les États à se refermer sur eux-mêmes, impose que chaque État puisse produire localement
tout ce dont il a besoin, notamment pour se nourrir, pour se vêtir, pour se soigner. Donc voilà encore une opportunité pour le Made in Cameroun, d'autant plus que nous présentons un climat qui est propice. Nous consommons pour environ 600 milliards de francs de produits alimentaires importés. Si le Made in Cameroun, dans sa version alimentaire, prend le relais, je crois que le Covid aura été une opportunité pour le pays. Retour sur le plateau. Nous allons aborder bien sûr cette question avec vous vers la fin de cette émission, la question relative à la chance que le Covid-19 apporte au Made in Cameroun. Mais la question que je voudrais vous poser, M. Eric Eloundou, c'est celle des propositions. On sait que les patronats ont fait un certain nombre de propositions. Le mouvement patronal ECAM en a fait, le JICAM en a fait également. Certaines de ces propositions se recoupent. Je voudrais qu'on revienne dessus rapidement. Alors, avant qu'on entre dans les détails, vous pensez que les mesures conjoncturelles doivent être prises en même temps que les mesures structurelles. Expliquez-nous cela. Alors, les mesures conjoncturelles doivent être prises en même temps que les mesures structurelles, simplement parce que avant le Covid, nous avions déjà un problème d'équilibre structurel dans notre économie camerounaise. Alors, le déséquilibre vient de ce qu'on a d'une part ce caractère extraverti de l'économie qui fait qu'on est fortement dépendant de l'extérieur et d'autre part cette dualité entre secteur formel et secteur informel qui fait que, aussi bien en termes de volume d'activité que de recettes fiscales, l'économie se paralyse elle-même. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est l'impact psychologique provoqué par le coronavirus qui devrait désinhiber un certain nombre de contraintes et donner à tout le monde le courage et l'audace nécessaires pour prendre des mesures pour que, définitivement, pendant qu'on règle les problèmes conjoncturels liés au Covid-19, qu'on attaque en même temps la problématique de la production locale, la transformation industrielle de l'économie locale. Alors, l'une des grandes propositions que votre mouvement patronal a fait, c'est la création d'un fonds de garantie souveraine avec une dotation minimale de 1000 milliards de francs CFA. Le JICAM a parlé de l'institution d'un fonds de soutien aux PME et à l'artisanat. Alors, ce fonds de garantie dont vous parlez et que vous avez proposé, vous parlez d'une dotation minimale de 1000 milliards. D'où viendra cet argent et à quoi va-t-il servir concrètement et à qui? D'accord. Alors, peut-être avant de parler de d'où viendra l'argent, il est important de parler d'où vient le chiffre. La situation économique du Cameroun est telle que nous nous projetons tous vers l'émergence. Et l'échéance qui est fixée, c'est 2035. Il y a un ratio crédit bancaire au PIB, produit intérieur brut aujourd'hui, qui permet de qualifier qu'un pays a atteint le seuil de l'émergence. Il est de 60% en moyenne. Dans le cas du Cameroun, lorsqu'on rapporte le crédit bancaire intérieur au produit intérieur brut, nous sommes à moins de 20%. Ça veut dire que sur à peu près 4200 milliards distribués de crédit par l'ensemble du système bancaire, banques, établissements financiers et établissements de microfinance, nous avons un gap à peu près de 8500 à 9000 milliards à rattraper pour prétendre au seuil de pays émergents. Et cette analyse-là se rapproche à celle qui a été faite dans le cadre des travaux de la Banque des PME sur un certain nombre de filières, 11 filières à peu près, que cette banque-là s'engage à financer, pour lesquelles les résultats des évaluations en termes de capacité d'endettement sur ces filières stratégiques, dont la plupart sont dans l'agriculture, renvoyaient à un chiffre d'à peu près 1500 milliards de besoins de financement par an. Et donc, à partir de ce moment, l'objectif étant de pouvoir impacter véritablement l'économie, on s'est dit que c'est ce seuil minimal de 1000 milliards qu'il faudrait projeter. Alors, d'où vient l'argent? La situation économique du Cameroun, on en a parlé tout à l'heure, souffre de pressions multiples.
née notamment de la période coloniale. Alors, compte tenu de ces contraintes-là, l'objectif pour nous n'est pas d'attaquer de front. La solution que nous trouvons aujourd'hui, c'est une monnaie bilaire électronique. Nous avons, dans le cadre institutionnel du Cameroun, beaucoup de choses qui ont évolué ces 10-20 dernières années. Vous avez sur le plan technologique la téléphonie mobile qui permet aujourd'hui de toucher pratiquement toute la population. Et quand je dis toute la population, celle qui nous intéresse ici, c'est la population active, les personnes en âge de travailler. Et l'idée ici, c'est de dire que si l'État veut, par exemple, encourager la demande, soutenir la demande des ménages, c'est de pouvoir injecter à travers une monnaie binaire une somme comme celle-là, de sorte que ces 1000 milliards soient obligatoirement affectés à la consommation locale. C'est ça l'intérêt de la monnaie binaire. C'est limité à une utilisation locale et c'est destiné à la production locale des PME. Alors, les questions de monnaie, les questions d'émergence, peut-être qu'on n'en parlera pas immédiatement après le Covid, parce que après le Covid, je partage l'analyse des gens qui pensent qu'après le Covid, on va s'occuper d'une chose, la survie. D'accord. Mais maintenant, est-ce que vous accompagnez suffisamment les pouvoirs publics à évaluer de manière pertinente ce que ça devrait représenter pour la survie qui arrive? Parce que le gouvernement, lui, il a une démarche de prudence, il ne s'avance pas encore dans les chiffres. Mais vous êtes avancé déjà dans des chiffres, 1 000 milliards, 1 500 milliards. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, simplement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous dites que on va gérer les questions de survie plus tard. On va gérer les questions de survie à la sortie du Covid. Alors, pendant qu'on gère le Covid, mais juste après, il faudra survivre. Je rappelle juste que pour M. Loulou, c'est maintenant qu'il faut commencer à penser à l'après-Covid. Exact. Et la question de survie, parlons des ménages. On a dit tout à l'heure que les ménages ont une période de résilience d'à peu près 2-3 mois. Alors, au bout des 2-3 mois, comment on fait? La proposition qui est faite concrètement au gouvernement aujourd'hui, c'est de dire nous avons la possibilité de travailler via une organisation comme la CNPS pour recruter formellement tous ces gens-là et leur affecter en identifiant une alimentation de ce fonds de soutien aux ménages passerait par la CNPS, les obligeant à s'enregistrer et par le même temps à avoir un cadre contribuable via la Direction générale des impôts. J'ai parlé tout à l'heure du cadre institutionnel. Il faut reconnaître que aussi bien les institutions financières, la Caisse nationale de prévoyance sociale et la Direction générale des impôts ont suffisamment mis à niveau leur outil informatique qui permet de gérer de façon efficace tout ça. Et après, vous avez la téléphonie mobile qui peut permettre, au-delà de l'appui alimentaire, de gérer également la problématique de l'utilisation du cash qui facilite la contamination du Covid-19. Alors, l'autre proposition qui est faite, c'est celle de la baisse de la pression fiscale sur les entreprises. Jacques Esquemble, vous pensez que c'est une mesure, une proposition qui pourrait permettre de donner un bol d'air frais aux PME camerounaises? En réalité, c'est plus que ça. C'est le report d'abord des charges fiscales et sociales. Parce que, voyez-vous, nous ne sommes pas en capacité de payer pour l'instant. Cette incapacité est due aux tensions de trésorerie. La question de la baisse viendra après. Et c'est à ce niveau que je rejoins de suspension des contrôles fiscaux ainsi que le gel des redressements en cours. Vous savez, la question des contrôles fiscaux avait commencé à être réglée par le ministre des Finances. Parce que les contrôles étaient multiples, inopinés et perturbateurs de l'activité. À ce niveau, il avait déjà pris des mesures fortes que nous avons appréciées pour dire, écoutez, tous ces services qui font des contrôles de façon spontanée, voilà comment ça va se passer désormais. Nous avons dit c'est bien. Aujourd'hui, nous demandons le report d'abord. La question de la baisse... Report sans pénalité. Bien entendu. C'est-à-dire qu'on décale. Parce que
Quand on reporte, ça permet de souffler. Et il va donc se poser, comme a dit M. Lundu, la question donc du financement de la trésorerie à taux réduit. Et c'est à ce niveau que la question d'un fonds de souveraineté va arriver. Il va se poser également ce que nous voulons immédiatement, pas immédiatement, dès que c'est possible, que nous soyons cautionnés. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, il se pose un problème. La caisse des consignations et des dépôts, qui devait être quelque chose de très important pour les entreprises, n'est pas fonctionnelle. Les banques sont encore détentrices de toutes les cautions qui permettent aux entreprises de fonctionner. On a vu quelque part que la caisse, là, elle est la grande absente de la gestion du Covid. Exactement, c'est la très grande absente. Vous voyez qu'aujourd'hui, il est question qu'elle fonctionne. C'est une préoccupation. Mais moi, je dis, Lucrèce, la question de la transformation se pose maintenant. Il faut transformer la menace du Covid en une opportunité. Le centre technique agroalimentaire qui a été créé dans un partenariat public-privé, aujourd'hui a toute sa raison. Et je me réjouis que le MINPESA ait rapidement pris le taureau par les cornes avant le Covid. Il avait donc commencé à appuyer une 80aine d'entreprises pour que, voyez-vous, la question de la consommation du Made in Cameroun, comme je l'ai vu dans le reportage tout à l'heure, devienne une réalité. Comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui que dans des réceptions qui sont faites par l'État du Cameroun ou via ces débambements, on trouve encore des bouteilles, des jus, où on ne sait pas ce qu'on est en train de boire. J'ai vu ça dans des regroupements concernant les services intérieurs et extérieurs. Si ces entreprises sont accompagnées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on leur donne cette possibilité d'analyser pour qu'elles puissent dire réellement qu'est-ce qu'il y a dans leurs produits, ce serait un gain. Et du coup, cette poudre qu'on fait entrer dans ce pays avec du sucre, on va l'arrêter. Quand je venais, Lucrèce, c'est bon de vous le dire, entre l'Ouest et le Centre, j'ai vu des tonnes de produits partis du littoral pour l'Ouest, l'Ouest pour le Centre. Ces produits-là, je suis sûr que quand je rentrerai dans 24 heures, ils seront des mangues, tous par pourris. exemple. Les mangues, les papayes, les ananas. Il est question de les transformer aujourd'hui. Et l'appui dont nous parlons là, ce sont de dire que nous avons des gros projets structurants qui mettent des années. On commence à payer des intérêts sur des prêts qui ne produisent rien. Parce qu'aujourd'hui, les activités génératrices de revenus doivent être au cœur de l'activité. Alors, vous parlez des intérêts et des prêts. Je voudrais qu'on s'arrête là quelques instants pour que vous nous disiez ce qui se passe avec les banques aujourd'hui. Ce que nous avons entendu dire, c'est que les banques commerciales ont particulièrement durci les conditions d'octroi des crédits. Est-ce que cela est vrai? C'est vrai. Voyez-vous, on dit, il y a une expression qui dit « on ne met pas la dette sur la dette ». Quand vous n'avez pas respecté vos échéances et que vous avez un stock de matières premières qui est en train de s'amenuiser, il faut bien que vous passiez commande. Mais il n'y a que les banques qui parlent aussi de la sincérité des opérateurs économiques qui peut expliquer le durcissement des conditions. Kingemoui, on est dans le contexte du Covid. Là, c'est un autre problème que vous posez. On est dans un contexte où on est en difficulté parce qu'on ne peut pas vendre, les gens ne sortent pas, on ne peut pas exporter, c'est une chose. La question de la sincérité des opérateurs, c'est un autre problème qui a été posé déjà par les groupements patronaux, mais aujourd'hui, il est question que les banques comprennent. Et ça, il faut donc que l'État agisse, qu'elles ne doivent pas bloquer les quelques entreprises qui sont encore fonctionnelles. Sinon, l'État lui-même n'aura rien en retour. Et c'est pour cela que je dis, dans cette optique de transformation, les banques doivent assouplir leurs conditions. Alors, le mouvement, je vais vous passer la parole, M. Elounou, les mouvements patronaux ont notamment demandé d'actionner le levier monétaire, ce qui a été fait par la Banque centrale. 250 milliards ont été mis à la disposition des banques de la sous-région. Mais on n'a pas eu l'impression, les banques de la sous-région ne se sont pas précipitées pour aller prendre cet argent, et alors même que les taux d'intérêt ont été revus à la baisse. Les taux d'intérêt sont passés de 3,50 à 3,27%, mais jusque-là, les banques rechignent à aller prendre cet argent. Donc, du coup, on peut comprendre que derrière, elles ne financent pas vraiment l'économie réelle. Alors, je préfère être
utiliser un langage diplomatique pour aborder ce point-là, parce que aussi bien sur la question de report des échéances fiscales que sur la question du financement, il est important que nous travaillions dans un esprit de partenariat, parce que cela ne nous empêche pas de décrire les choses telles qu'elles se passent. Oui, je pense qu'il y a un problème de perception aussi. Parce que si je parle du cas des banquiers, par exemple, la situation aujourd'hui, on a parlé des secteurs qui sont en première ligne exposés. Les banques le sont aussi. Et il faut savoir que le risque d'exposition des banques entraîne potentiellement un risque systémique qui peut accélérer encore la chute de l'économie. Donc il faut que nous soyons prudents. La recommandation qui est formulée au niveau des CAM, c'est de dire agissons au cas par cas. Prenons le temps d'analyser posément quelle est la situation de chaque sous-secteur d'activité, de sorte que les plus touchés comprennent des mesures adaptées, aussi bien sur le plan fiscal que sur le plan financier. Et de ce point de vue-là, les autorités, que ce soit au niveau fiscal que sur le plan financier et monétaire, ont déjà envoyé quelques pistes d'orientation sur les mesures à prendre. Alors, la Banque centrale a débloqué une certaine somme à la disposition des banques. Il faut savoir que ça fait très longtemps que le mécanisme de refinancement n'est pas exploité par les banques. Simplement parce que, comme on disait tout à l'heure, le noyau dur des entreprises qui bénéficient des crédits bancaires, c'est toujours les grandes entreprises. Et ces grandes entreprises-là, malheureusement, n'ont pas un taux de croissance des besoins d'une année à l'autre tel que les banques recourent au refinancement auprès de la Banque centrale. Le taux de croissance moyenne, c'est de 200 à 300 milliards à peu près, de plus du crédit bancaire dans l'économie. Donc, on revient encore sur la situation structurelle de notre marché des entreprises. Les seuls aujourd'hui qui peuvent impacter et mettre suffisamment de pression aux banques pour financer, c'est la grande masse des PME. Mais là également, vous disiez tout à l'heure, on a un problème d'organisation. La grande masse des PME est dans l'informel. Et l'enjeu aujourd'hui, pour que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu, c'est trouver le moyen de les ramener vers le formel. Le formel. Olivier Kingemoli. Lucrèce, je voudrais revenir un peu sur le développement de Jacques Kemble tout à l'heure, lorsqu'il parlait de la transformation et de cette chance que le Made in Cameroun peut avoir. Véritablement, le consommant camerounais devrait émerger au sortir du Covid. Est-ce que vous ne pensez pas que, au-delà des mots, l'État doit être brutal? Il faut une sorte de... J'ai quelqu'un qui parle souvent du dirigisme, c'est pas économique. Je partage Kingemoï. J'avais dit une fois sur ce plateau que l'État doit prêcher par l'exemple via la commande publique. Quand vous regardez ce qui tient lieu de bureau dans les ministères, ça peut pleurer. Dans un pays où on a du bois de qualité, qu'on peut confectionner. Il me souvient d'ailleurs que le ministre Motazé, quand il était à l'économie, quand nous étions à Douala et on visitait justement un Camerounais qui faisait des meubles incroyables, qui les livrait à la BEAC, mais personne n'était au courant que c'était fait au Cameroun. Les gens ont dit, mais ça vient de quel pays? Mais ce qui est important, c'est de la poudre comprimée. C'est de ça que nous parlons. Il faut ce dirigisme, Kingemoï. Parce que, voyez-vous, je vous ai parlé du centre technique. C'est du concret. Les entreprises viennent, toutes les grandes entreprises dans le secteur agroalimentaire, ils sont passés. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une région comme celle de l'Ouest, vous avez de la pomme de terre, de la carotte. Est-ce que vous imaginez qu'on importe encore les pommes à fruits qui ont fait 1 mois dans les congélateurs chez les Occidentaux? Il est question dans ces fiefs, dans ces zones où on a de la matière première, d'installer des industries. Quand on dit installer, c'est d'aider à les installer. Oui. C'est quoi? C'est une machine qui trie, qui lave, qui découpe, qui ensache et de tous les jouets. Et à ce niveau-là, comme il le disait très bien, il y a un accompagnement sur le plan fiscal. Parce que j'aime prendre des exemples pour étayer Kingemoï. Vous avez de l'huile de palme, il y a la TVA dessus. Vous la transformez, on ajoute la TVA dessus. C'est pour arriver où avec ça? Vous voulez être compétitif? Comment? Donc il y a ce genre de mesures qu'il faut prendre. Il faut une main de fer dans un gant de velours. Qu'on tape la main sur la table, qu'on ne laisse plus les gens importer ce qui existe localement et qu'on accompagne ceux qui produisent localement et le tout sera joué. Et c'est d'autant plus important, si vous permettez. En quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, le DSE a identifié l'agro-industrie
comme un secteur de croissance. Dans le PDI. Le PDI, c'est pareil. Le prémisse à sentir. Mais on fait comme si on disait des choses qu'on refusait d'appliquer soi-même. Aujourd'hui, on n'a pas de choix que de transformer localement, que d'accompagner ces industries, de les appuyer en donnant des facilités fiscales. Parce qu'on ne demande pas de l'argent, j'aime le dire. L'industrie ne demande pas de l'argent. Il dit qu'il faut que les choses se fassent aisément, qu'ils puissent produire, qu'il n'y ait pas toutes ces tracasseries administratives qui ont un coût. Parce que dans les facteurs de production, nous mettons désormais les tracasseries comme un élément important. Éric Elundou? Oui, juste pour dire que pas de dirigisme forcément. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes adaptés pour que, parlant par exemple de la monnaie binaire, si l'État décide que dans le cadre de son budget de 5 000 milliards à peu près, la moitié est allouée en termes de monnaie binaire, c'est-à-dire obligeant les bénéficiaires des salaires, des paiements et autres à consommer local, le problème se règle naturellement. Messieurs, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter les faits majeurs de la semaine, tels que déclinés par la presse, par nos confrères de la presse écrite. Et c'est dans cette revue de presse que signe... dans cette revue de presse, autant pour moi, qui nous est proposée. Face au coronavirus, le gouvernement renforce sa riposte. Selon Cameroun Tribune, les nouvelles directives du Premier ministre ont été données aux membres du gouvernement lors d'une visioconférence. Il s'agit notamment de la limitation de la pandémie en milieu carcéral, l'approfondissement des réflexions sur les modalités d'un éventuel retour des classes le 1er juin prochain et l'accélération des procédures pour le retour au bercail des compatriotes en détresse à l'étranger. Sur ces derniers points, Mutation nous apprend que de nombreux Camerounais en séjour à l'étranger s'estiment abandonnés et appellent le gouvernement au secours. Ce secours dont le Cameroun lui-même bénéficie déjà de la part de ses multiples partenaires, mais aussi de la part de la société civile et de la classe politique dans la lutte contre la maladie. Alors que cette synergie des forces se déploie, le quotidien Le Jour dénonce cela qui stigmatise les malades. Dans les colonnes du quotidien bleu, le professeur Tétanier Ekoué signale que cette attitude peut obliger certains à se cacher. C'est d'ailleurs la double peine dont parle Cameroun Tribune. Face aux critiques et moqueries, le gouvernement appelle les Camerounais à faire front ensemble, à l'image de ces élites bienveillantes ou ces organisations qui sont au front. Carton rouge donc aux préjugés, surtout que le coronavirus n'est pas synonyme de la mort, même si ses conséquences sont lourdes. Lourdes comme l'annulation des festivités du 1er mai et du 20 mai. Le jour indique que le chef de l'État l'a décidé dans le cadre du respect des mesures de restriction contre le coronavirus. Lumière sur les malheureux événements de Ngarbou. La vérité est enfin connue, après l'enquête diligentée par le chef de l'État. Paul Biya, qui d'après Cameroun Tribune a prescrit l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée et tous les militaires ayant participé à l'opération. L'exhumation des corps des victimes en vue de leur donner une sépulture digne et la création d'une base militaire en Ngarbou, entre autres. Des mesures salutaires qui n'empêchent pas Mutation de relever quelques imperfections dans la communication de crise au Cameroun. Elle qui surfe souvent entre cacophonie et contre-vérité, le quotidien de la rue de l'aéroport estime qu'un recadrage s'impose. Le Jour va dans le même sens et présente ceux-là qui se sont battus pour la vérité en Ngarbou. Au-delà des polémiques d'après rapport d'enquête, Cameroun Tribune tire les premières leçons de cet épisode tragique. Selon le quotidien bilingue national, Ngarbou nous enseigne que de la volonté de transparence du chef de l'État a jailli la vérité. Nul n'est au-dessus de la loi, l'État sait réparer ses fautes quand elles sont avérées. Paul Biya, l'humaniste et le légaliste, demeurent attachés à la protection et à la promotion des droits de l'homme. La revue de presse était sur la scène. Revue de presse signée Franck Evina. Alors, monsieur Éric Elundou, l'une des dernières propositions sur laquelle nous allons nous arrêter ce soir, c'est celle qui porte sur l'accompagnement des ménages. Vous proposez, par exemple, des bons d'achat. Votre mouvement, Patronat, propose des bons d'achat. Oui, tout à fait. Les bons d'achat correspondent à ce que nous avons appelé tout à l'heure monnaie binaire. C'est simplement des ressources qui sont distribuées aux ménages pour leur permettre d'acquérir des biens et services de consommation de base.
Et le mécanisme qui a été trouvé ici, c'est le mécanisme du mobile money. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu que l'État acquiert, par exemple, directement ces biens et services-là, supporte des coûts logistiques et autres, en distribuant le mobile money auprès des ménages, ça se passe rapidement avec plus d'efficacité. Alors, nous allons marquer un autre arrêt dans cette émission de Scène de presse et retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à vos panélistes, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour vous donner l'essentiel de ce que vous retrouverez ce lundi dans les kiosques traitement contre le Covid-19. L'Afrique donne de la voix, claironne mutation. Les Africains dont Monseigneur Cléda font des offres pour guérir les malades du coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé reste cependant sceptique sur cette question-là. Les détails à lire en pages 8 et 9. À ce même propos, intégration voit le Cameroun comme Madagascar. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, présente une solution à partir de la pharmacopée traditionnelle qui soulage les malades du Covid-19 entre plantes médicinales et chloroquine. L'Afrique se déconfine, se réjouit déjà, intégration. C'est à lire de la page 3 à 8. En tout cas, il faut agir en synergie, rappelle Cameroun Tribune, davantage sur la communication sur le coronavirus, illustration à travers cette séance de travail présidée par le ministre de la Communication avec les chefs traditionnels, leaders religieux, entre autres relais communautaires. Les détails sont en page 3. L'économie en grande tribune, l'économie report parle d'une réforme, précisément ce qui change avec la restructuration de la SRC, entendez, Société de recouvrement des créances du Cameroun, confère un décret signé par le président de la République, Paul Biya, le 9 janvier 2020 est passé inaperçu, regrette le journal de Thierry Écoutier. Bien, rattrapage en page 3. Essingan évoque des collusions entre le gouverneur de la BEAC, de la Banque des États de l'Afrique centrale, et des opérateurs de téléphonie, précisément les transactions électroniques à lire en page 3, les dessous du rejet de la demande d'autorisation de Campost dans le journal Essingan. Et pour finir, cette note triste, on front page de Guardian Post, report on Black Weekend. Black Weekend for Anglophones. Chantier Naval General Manager Limbe One Mayor Donga Mantung Youth Leader died same day, Saturday, April 25. May their soul rest in peace. Over to you, Lucrèce. Merci Daniel Menanga. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci messieurs d'être venus. Merci Olivier Kingemouli d'avoir fait le déplacement de Douala. Merci à monsieur Jacques Kembe, maire de Tchang, d'avoir fait le déplacement de Tchang. Merci à monsieur Élisée Eyenga et à madame Gisèle Neminga qui étaient dans la première partie de cette édition de Scène de presse. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.